exemple, ici, vous avez donc une silhouette cardiaque anormale avec une distension, une dilatation de l'arc supérieur droit. À quoi correspond-il? Ben là, je suis bien embarrassé. Je sais que très probablement, c'est l'aorte. D'accord? Mais j'en dirai pas plus. D'accord? Ça peut être une aorte. Le niveau de raccordement peut être qu'une aorte. Ça peut pas être une. On pourrait imaginer des gros nodules, des gros ganglions, mais non. C'est trop gros pour être un ganglion, donc a priori, c'est une aorte. Et ici, je constate aussi une dilatation de l'arc, petite dilatation de l'arc moyen gauche. Enfin, ça se discute, mais un peu trop convexe à mon goût. Alors, de quoi s'agit-il? Ben, on a fait un scanner. Et en fait, on a fait un scanner, je vous l'illustre à titre d'illustration. C'est une erreur d'aiguillage. Une dissection aortique, c'est-à-dire une rupture de l'aorte. Vous n'avez pas fait de pathologie du tout? Donc je vous rappelle que la dissection aortique, c'est simplement, donc vous avez une porte d'entrée, au sein même de la média, vous avez des microvésicules qui se constituent grâce au vieillissement, à cause du vieillissement, à l'hypertension et consorts, un vieillissement artériel qui va être particulier chez certains patients, et vous avez une fragilité, et si le sang qui se trouve dans la lumière s'engouffre dans cette fragilité de la média, vous avez une porte d'entrée, et vous avez une dilacération de proche en proche de l'ensemble de la paroi, et un risque, surtout que ça concerne l'aorte ascendante, de rupture aortique. Puis là, c'est glou, 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 le sang est à l'extérieur et en quelques secondes, vous êtes mort. D'accord? Donc ça va relativement vite. C'est pas en quelques. Alors, le risque, pour vous donner une image qui est importante et qui est dans les vraies données, c'est que vous avez à peu près 2% de mortalité par heure quand l'aorte ascendante est touchée. 2% de mortalité par heure. Donc quand on est dans ces gammes, c'est-à-dire vous attendez 48 heures, vous avez quasiment 90% de chances de mourir. D'accord? Alors de temps en temps, il y a un miracle et on passe la phase aiguë des 15 premiers jours sans mourir, mais c'est quand même mieux de rencontrer un chirurgien pendant ces 15 jours-là. D'accord? Parce que le risque de l'acte chirurgical est moindre par rapport au risque spontané de cette maladie, donc qui est une urgence chirurgicale. Donc on prononce le mot urgence chirurgicale. Dès qu'on a une douleur thoracique qui est un peu suspecte, vous apprendrez qu'elle va dans le dos, accompagnée d'insuffisance aortique, à minima, c'est un sujet qui est volontiers hypertendu avec des facteurs de risque cardiovasculaires, etc. Bref, on a une radio de thorax. À ce moment-là, on pense à la dissection aortique. Si on y pense, on sauve le malade. Si on n'y pense pas, ben on pleure. D'accord? Donc il faut simplement penser. Donc si on y pense, on va tout de suite vers l'imagerie qui va faire le diagnostic. Et là, on passe directement par la case scanner ou échographie transthoracique et transœsophagienne. Mais de plus en plus, le scanner qui est disponible dans de très nombreuses structures à toute heure du jour et de la nuit. Donc on fait le scanner. On ne passe pas par la case radiologie de thorax. Ce serait débile. Parvenir tout seul, le malade seul. Non, tout le monde s'en fout. Donc là, c'est pas possible. Vous voyez, le malade, il va être abandonné là. Là, c'est dans une ambiance d'urgence, type pimpon, on va au plus vite, on prévient, il y a une suspicion de dissection, le radiologue, il est là, il fait son scanner, et en fonction du résultat, on sait derrière qu'il y a une équipe chirurgicale qui prend en charge le malade. D'accord? Si je suis dans une structure, justement, où je suis à Pétaouchnok, les Gonesse, forcément, à ce moment-là, je prévois la sortie du malade en SAMU et en ayant directement un appel dans la structure d'urgence. Donc on fait FISA pour essayer de mieux organiser l'affaire. Donc la radiologie de thorax n'a rien à voir dans le schéma. Mais de temps en temps, le malade, il avait une douleur caricaturale, il est tombé sur un interne qui avait la tête ailleurs, je ne sais pas quoi, et on s'est tous fait avoir par des dissections aortiques. Moi, le premier, dans mon internat, je suis passé à côté de certaines dissections. Donc, je veux dire, je fais un profil bas. D'accord? On s'est tous fait avoir. C'est une maladie à la con. Donc, on se fait piéger. On se fait piéger. On nous raconte n'importe quoi. Et je m'en souviens encore de mes bêtises. Vous voyez, pour moi, ça m'a complètement traumatisé. Donc, je veux dire, voilà. Donc il faut éviter de ces pièges-là. Donc allez tout de suite, voilà. Mais de temps en temps, bah oui, on s'est fait piéger. Et puis on fait une radiologie de thorax, peut-être 2 ou 3 jours plus tard. Et puis là, on voit ce que je viens de voir. Ah là, on se dit, punaise. Et puis alors là, il faut faire diling, et on essaie de revenir à la case départ. On se dit, punaise, mais on a fait tout, on a tout faux là. Parce que le malade
pas où, on a plus une douleur à la con, il peut se retrouver en pneumologie, je sais pas quoi, n'importe quoi. Donc il y a une erreur d'aiguillage et là, la radio de thorax va remettre le malade dans le bon circuit. On va se dire, oulala, il a une dilatation, on le regarde, on lui refait un scan si ça n'a pas été fait, et puis on va le mettre dans la bonne case, chirurgie. D'accord? Si la douleur date de moins de 15 jours. Après, ça se discute, on passe dans une douleur, ce qu'on appelle chronique, c'est une dissection chronique, c'est autre chose. Ok, donc là, ici, on voit la lésion princeps de la dissection, qui est le flap intimal. C'est une membrane flottante, parlons français, une membrane flottante qui, comme ça, faceille au cours du cycle cardiaque, sous des régimes de pression qui divergent entre les deux chenaux, et on parle d'un vrai chenal et d'un faux chenal. En général, le faux chenal est le plus gros, mais pas toujours. Mais comme on a fait une acquisition d'un volume, eh bien, on part du bas, on va regarder la chambre de chasse du ventricule gauche, on va monter tranquillement, et le vrai chenal, bah, c'est là où il y a le sang qui vient du ventricule gauche. Et on va le reconnaître comme ça d'une façon simple parce qu'on a fait l'ensemble du volume, et donc on va le suivre de proche en proche, et ce sera vraiment, j'allais dire en anglais, une piece of cake, de faire le distinguo entre vrai chenal et faux chenal. Voilà, ici, un truc qui n'est pas normal, c'est l'arc moyen gauche qui est distendu. Donc, qu'est-ce qui peut être dans la région? L'artère pulmonaire, c'est vrai, mais la thoracique descendante qui est derrière, qui passe le long du rachis, qui est théoriquement centrale, peut aussi se dilater et nous piéger. Donc, je ne sais pas si c'est... ça va dépendre bien entendu de l'histoire du malade. Si je sais qu'il est insuffisant respiratoire, si ses poumons sont si malades, donc à ce moment-là, j'ai plutôt pensé à l'artère pulmonaire. S'il y a un contexte de douleur thoracique et autres, j'ai plutôt pensé à une dissection sur la thoracique descendante, ou peut-être, si c'est un sujet qui est hypertendu, ça peut être l'occasion de dépister, pour le coup, de dépister un anévrisme de l'aorte thoracique descendante. Parce qu'un anévrisme de l'aorte thoracique descendante, l'alternative, c'est une échographie. Bien. Il y a des chutes, on est d'accord? Je ne suis pas sourd. Le deuxième micro est en forme. Yes. Alors, l'échographie cardiaque, qui est une alternative d'imagerie qui vient souvent en première ligne. Dès que vous avez le moindre pet au casque et que vous arrivez dans une structure cardiologique, pouf, la première technique, c'est l'échographie. Donc l'échographie va très très bien voir l'aorte ascendante, la racine aortique, très bien le cœur, ça pas de problème. Un peu moins bien l'aorte, ce qu'on appelle le tube au-dessus de la racine aortique. La crosse, c'est très mauvais, la thoracique descendante encore plus. Donc je veux dire, on ne voit pas très très bien. Et donc souvent, cette maladie qui est assez fréquente chez le sujet volontiers tabagique, âgé, de plus de 70 ans, chez le volontiers homme, donc cette pathologie de la thoracique descendante qui donne des anévrismes, volontiers associés à des anévrismes de l'aorte abdominale, qui eux, pour le coup, sont très faciles d'accès à l'échographie abdominale. Donc on le verra très très bien. Et un des problèmes d'ailleurs, dans le bilan d'un anévrisme de l'aorte abdominale, c'est que l'échographie fait très bien le job sur l'abdomen et pas très bien sur le thorax. Et pourtant, il y a 10% d'association. Anévrisme, quand on est face à un anévrisme de l'aorte abdominale, il y a à peu près 7 à 8% d'anévrismes du thorax qui ne seront pas bien détectés. Donc ce sera la radio de thorax, éventuellement en dépistage, en termes de screening, mais on fera bien entendu volontiers un scanner avant une éventuelle intervention pour aller regarder l'ensemble de tout ça. Oula, ça c'est des choses compliquées qui auraient dû être masquées. Les valves. Les valves cardiaques. Alors, vous avez 4 valves cardiaques qui sont essentielles. On ne peut pas s'en passer. Donc, vous avez la valve pulmonaire antérieure ici qui est en fait donc ici vous avez l'anneau pulmonaire et vous avez 3 petits nids de pigeons qui sont séparés par ce qu'on appelle des commissures, avec donc chaque nid de pigeon a ce qu'on appelle un bord commissural. Donc vous avez un bord, des petites alvéoles, donc sont bordées d'une commissure.
Donc trois feuillets valvulaires, et la même chose pour l'aorte, pour la valve aortique. Donc c'est des systèmes qui sont très dépendants, qui vont jouer, c'est un système simple, essentiel mais simple. Trois petites membranes qui vont dépendre d'une variation de régime de pression. Si c'est le gradient de pression de part et d'autre de la valve qui fait ouvrir ou fermer la valve. Si la pression est supérieure dans le ventricule, ça s'ouvre. Si la pression est supérieure dans l'artère pulmonaire ou dans l'aorte, ça se ferme vis-à-vis du ventricule sous-jacent. Juste gradient de pression de part et d'autre. Alors que pour les valves auriculo-ventriculaires, c'est beaucoup plus complexe. Donc on parle de valves, certes, mais on parle d'appareil valvulaire, mitral ou tricuspide. Donc d'une façon simple, la valve mitrale, elle a deux feuillets. Ici, vous avez une vue un peu chirurgicale de l'affaire. Vous avez une grande valve et une petite valve. Et un anneau mitral. La grande valve mitrale occupe à peu près 2/3 de la circonférence. Et la petite valve, 1/3. Alors que la valve tricuspide est munie de 3 feuillets qui sont à peu près homogènes. Mais en dessous, vous avez un appareil valvulaire qu'on va mieux voir ici. J'ai juste vous parlé de la valve tricuspide ou mitrale. C'est à peu près la même chose. Dans l'esprit, c'est à peu près la même chose. L'anatomie, bien entendu, est assez différente. Mais vous avez un appareil valvulaire mitral ou tricuspide. Chacun de ces appareils est constitué d'un anneau fibreux, de la valve, et ces valves sont accrochées, sur ces valves sont accrochés des cordages qui vont avoir pour mission de retenir la valve lors de la contraction ventriculaire. D'accord ? Comme un parachute, si vous voulez. La valve, c'est un parachute. Donc pour une valve mitrale, par exemple, vous avez 2 parachutes. Vous avez une grande valve et une petite valve qui sont juste accolées l'une à l'autre. Vous avez des cordages qui sont appendus à 2 parachutistes. Et c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que chacune des voiles donne des cordages à chacun des parachutistes. D'accord ? C'est tellement compliqué que si... Et le parachutiste, pour terminer, le parachutiste, c'est en fait c'est le pilier mitral. C'est une structure musculaire, que je vais vous montrer, structure musculaire qui est enchâssée dans le ventricule gauche. Donc vous avez 2 piliers antéro-latéral et inféro-latéral pour l'appareil valvulaire mitral, des cordages, les voiles qui sont les valves et l'anneau mitral. Et pour que tout ça, ça fonctionne, c'est-à-dire quand vous avez un régime de très forte pression dans le ventricule gauche, ceux qui ont fait de la voile comprendront bien ça, paf, la voile, elle se détend brusquement. D'accord ? Et si vous n'avez pas les cordages qui sont là pour retenir, et le parachutiste qui est là pour tenir le cordage, s'il y a un des 3 éléments des étages qui ne fonctionnent pas, paf, vous avez une fuite mitrale, donc du sang qui vient d'une façon anormale, à très haute vitesse, auscultation en jet de vapeur, comme disaient les anciens, donc du sang qui part à très haute vitesse du ventricule vers l'oreillette gauche, d'une façon anormale. D'accord ? Et l'auscultation, parfois, est essentielle. Après un infarctus inférieur, on fait volontiers une défection du pilier inférolatéral qui est juste à côté. Si le pilier inférolatéral ne va pas bien, il ne retient pas bien les cordages et vous allez avoir un prolapsus. Une des valves va partir un peu derrière et vous allez avoir une fuite mitrale, 10% de mortalité dans la première semaine, si vous ne faites rien. D'accord ? Ce qui veut dire qu'il va falloir... Le patient, il se met en choc cardiogénique, ça ne va pas bien du tout, sa tension chute, etc. Type 1 pont, hop, chirurgie d'urgence. À la phase aiguë d'un infarctus, on n'aime pas trop faire ce genre de choses. Heureusement, ça arrive rarement, mais voilà. S'il y a un germe qui bouffe un cordage, s'il y a un germe qui se met sur une valve, ça s'appelle une endocardite. Elle peut se mettre à tous les étages, l'endocardite. Elle peut bouffer la valve, le germe, il peut bouffer la valve, faire un trou, faire une perforation de valve. Première hypothèse. Seconde hypothèse, il bouffe le cordage. Ça s'appelle une rupture de cordage. Pour le pilier, il est rarement touché dans l'endocardite, parce que c'est du muscle, moins sensible aux germes que les structures moins vascularisées que sont les valves et les cordages. Voilà.